Vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Là, je peux prendre la première diapo, s'il te plaît. Alors, les antennes de téléphonie mobile. Je vais dire c'est plus en. Voilà deux photos qui présentent à quoi ressemblent les antennes de téléphonie mobile que l'on peut rencontrer dans nos villes, dans nos quartiers. Celle de gauche, d'ailleurs, est juste entre Guipava et le relais de Quéré. Alors, comment ça fonctionne? Un petit schéma qui explique le fonctionnement. On a tous un téléphone portable dans la main. On lance un appel, un SMS, on se connecte à Internet. Il est 21h. Et l'information va sur une antenne relais, qui elle-même envoie des informations à ce qu'on appelle le cœur de réseau, qui affecte ces informations ensuite, soit à un appel qui va vers une ligne fixe, à une autre antenne relais pour être envoyée à un téléphone mobile, ou à un serveur Internet pour être envoyé par Internet, donc à un ordinateur, un téléphone, bref, un récepteur connecté à Internet. Je vais remettre sur l'autre ordinateur pour... Alors, antenne relais, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Les antennes relais sont des émetteurs-récepteurs d'ondes radio. Alors, chaque fois que vous passez ou recevez un appel, votre téléphone mobile est en liaison radio avec l'antenne relais la plus proche de l'endroit où vous vous trouvez. Alors, sans antenne relais, les téléphones mobiles, bien sûr, ne pourraient pas fonctionner. Une antenne relais, aussi appelée station de base, est composée à la fois d'un local technique, le bâtiment blanc que l'on voit en bas à gauche de la photo, avec des équipements radio et télécom, et d'autre part d'une à trois antennes qui doivent être installées en hauteur, par exemple sur des toits d'immeubles ou sur des pylônes. Donc là on voit un pylône, et en haut du pylône, les antennes relais. Chaque antenne relais couvre une zone géographique bien délimitée appelée cellule. Au-delà, elle est saturée et les communications ne passent plus. Alors la capacité varie en fonction de la technologie. On parlait tout à l'heure de 2G, 3G, 4G et bientôt 5G. Et aussi évidemment des équipements radio installés. Alors en 2G, elle est limitée à environ 60 appels téléphoniques simultanés. C'est-à-dire qu'une antenne relais que l'on voit dans nos campagnes permet le passage en même temps de 60 appels téléphoniques, pas plus. Donc lorsque vous téléphonez en vous déplaçant, vous pouvez sortir d'une cellule pour rentrer dans une autre cellule, donc d'une antenne à une autre antenne. Votre téléphone mobile gère automatiquement le changement d'antenne relais sans que votre communication soit interrompue. Des antennes d'une puissance plus faible, appelées micro-antennes ou pico-antennes, peuvent aussi être installées pour compléter localement la couverture, par exemple à l'intérieur d'un centre commercial. Ça se fait de plus en plus. Donc voici quelques exemples qui ont déjà été présentés tout à l'heure. Donc la 2G, le GPRS, le 3G, le H+, le 4G LTE, le 4G+, et le 5G. Alors, petit schéma en bas de l'écran qui présente la vitesse. Donc les premiers téléphones portables qu'on avait il y a, on va dire quoi, 25 ans, étaient en 1G, puis ensuite rapidement passé en 2G. La 3G permet d'avoir de la vidéo, enfin plutôt des images en fait. La 4G d'avoir réellement de la vidéo. Et la 5G d'avoir tout ce qu'on veut en fait communiquer avec des photos, de la vidéo, et surtout de permettre à des appareils intelligents de communiquer, de se déplacer, de recevoir de façon quasi instantanée des informations et d'en faire bon usage. Avec les débits et les fréquences, je vous les passe, c'est technique, c'est pas forcément très pertinent. Alors les dangers, entre guillemets, de la téléphonie mobile, portable, antenne relais, Bluetooth, Wi-Fi. Alors, je me suis basé sur les informations qui viennent de l'association Santé Environnement France, qui a été fondée en 2008 par le docteur Pierre Souhé, dont je vous laisse lire. C'est quelque chose d'assez sérieux, c'est une association qui est reconnue d'intérêt général, c'est une association qui travaille sur tous les sujets en lien avec la santé et l'environnement. Alors c'est quoi une onde électromagnétique? Ça a déjà été évoqué tout à l'heure par Hubert. Rapidement, une onde électromagnétique est formée de la combinaison d'une onde électrique et d'une onde magnétique, évidemment. Elle est définie par sa longueur d'onde et sa fréquence et désigne en fait une forme de transport d'énergie. Donc on parle d'énergie. Par ces rayonnements électromagnétiques, on peut citer les ondes radio et radar, les rayonnements infrarouges, visibles, comme la lumière, et ultraviolets, ainsi que les rayons X et gamma. Alors, les sources d'exposition aux ondes électromagnétiques. Il existe plusieurs sources d'exposition quotidienne de l'homme au rayonnement électromagnétique, donc les champs électromagnétiques terrestres qui ont déjà été évoqués, qui sont permanents et varient selon la météo, les champs électriques, les lignes à moyenne, haute et très haute tension permettant d'acheminer l'électricité. Il y a aussi les appareils électroménagers, c'est-à-dire tout appareil fonctionnant à l'électricité émet un champ électrique et lorsqu'il est allumé, un champ magnétique. Alors, il y a aussi les écrans vidéo, ordinateurs et télévisions cathodiques. On en a de moins en moins chez nous, les écrans cathodiques sont des vieilles télévisions, des vieux écrans qu'on a a priori plus, sont remplacés par des écrans plats et qui n'émettent, eux, quasiment pas de champ électromagnétique. Alors la téléphonie mobile et les antennes relais représentent aujourd'hui la source la plus importante d'exposition au rayonnement électromagnétique. On a aussi les bornes et cartes Wi-Fi,
Donc les cartes Wi-Fi sont les cartes qu'on a sur nos ordinateurs, et les bornes Wi-Fi sont des bornes de relais qu'on a dans des bâtiments comme celui-ci par exemple, ou dans la plupart des bâtiments publics, qu'ils soient totalement publics ou commerciaux par exemple. Donc public dans le sens ouvert au public ou dans le sens appartenant à des institutions publiques. Et il y a aussi les cartes magnétiques sans contact, qu'on appelle RFID, Radio Frequency Identity, qui permettent d'identifier, de reconnaître des objets connectés. Et il y a aussi les lampes fluorescentes, les lampes flow compact, vous savez, les ampoules un petit peu torsadées. Alors les normes. Le seuil légal d'exposition au champ magnétique des antennes relais est fixé selon la bande de fréquence des antennes. Les seuils sont donc de 41 volts par mètre pour la téléphonie mobile à 900 MHz et 58 volts par mètre pour les fréquences à 1800 MHz et de 61 volts par mètre pour la téléphonie UMTS dite 3G. Les seuls effets sanitaires considérés pour l'établissement des normes des radiofréquences concernent l'échauffement des tissus. Certaines associations dénoncent ces limites qui ne tiennent pas compte des effets biologiques et demandent que le seuil soit abaissé à 0,6 volts par mètre. Plusieurs autres pays ont en effet des limites d'exposition inférieures, notamment en Autriche, il y a eu des essais sur 0,6 volts par mètre. À Paris, une charte signée par les opérateurs en 2003, donc ça commence à dater, ça fait 15 ans, 16 ans bientôt, a fixé une limite moyenne à 2 volts par mètre sur 24 heures. Alors, la page d'avant. Encore un. Je suis allé trop vite ou tu es allé trop vite? Voilà. On est tard, c'est le soir. On est tous un petit peu fatigués et c'est pas toujours évident. Et ça passe vite sur les écrans. Alors, n'utilisez votre... Alors, petit conseil. N'utilisez votre téléphone portable que pour établir le contact ou pour des conversations de quelques minutes seulement. Pourquoi? Parce que les effets biologiques sont directement liés à la durée d'exposition. Il est préférable de rappeler ensuite un téléphone fixe filaire et non un téléphone sans fil qui utilise une technologie à micro-ondes apparentée à celle des portables. Donc, globalement, utilisez des téléphones filaires. Quand vous utilisez un téléphone portable, il est souhaitable de changer de côté régulièrement. Un coup à droite, un coup à gauche, alterner un petit peu, si vous pouvez. Et avant de mettre le téléphone portable contre l'oreille, attendez que votre correspondant ait décroché. C'est-à-dire, on prend le téléphone, on compose le numéro de téléphone, on lance l'appel, et ensuite seulement, quand on a entendu que la personne a décroché, on met le téléphone à l'oreille. C'est pas pratique, c'est pas évident, mais dans l'idée, c'est à ce moment-là que le téléphone est mis le moins. Il faut éviter d'utiliser le portable lorsque la force du signal est faible, ou lors des déplacements rapides comme en voiture ou en train, parce qu'il y a à ce moment-là une augmentation maximale et automatique de la puissance lors des tentatives de raccordement à une nouvelle antenne relais ou à une antenne distante. C'est-à-dire que quand on se déplace, le téléphone cherche une antenne puis une autre, au moment du déplacement, et quand on est loin, il cherche une antenne la plus proche. Donc il émet un petit peu plus d'énergie. Donc il faut communiquer par SMS plutôt que par téléphone, parce que ça limite la durée d'exposition à la proximité du corps. Et si possible, évidemment, il faut choisir un appareil avec le DAS,